D'abord, j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron. France libre, vous l'avez compris, c'est le nom de notre nouveau porte-avions nucléaire. On écoute Emmanuel Macron estimer que ce navire sera le navire du nouveau siècle. C'est un effort d'innovation et d'avenir que nous portons, un effort de recherche, un effort de technologie. Ce nouveau porte-avions sera de son siècle. Si le Charles de Gaulle est encore de la génération analogique, son successeur sera digital et data-centré. Il bénéficiera d'une architecture numérique sécurisée, flexible, performante, offrant la capacité d'exploiter au maximum les différentes générations de systèmes de combat qui se succéderont tout au long de sa vie. Pour la première fois dans notre histoire navale, nous disposerons d'un porte-avions nativement conçu pour l'évolution. Myriad Ekrafré, alors ce nouveau porte-avions, le France Libre, c'est un géant des mers, hein, c'est bien cela. Combien d'avions pourront décoller? 30 avions de combat? Alors une quarantaine d'avions de 40, combat, y compris des aéronefs, ce que le président appelait des aéronefs, c'est-à-dire des drones et des futurs avions qu'on ne connaît pas encore dans les années 2038-2040. Quand ce porte-avions arrivera en service, il permettra à la France de proroger son autonomie stratégique, sa capacité de dissuasion dans les crises et sa capacité aussi à compter en fait dans les endroits du monde où nous avons des intérêts et des accords, comme au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est le cas du Charles de Gaulle. C'est un Charles de Gaulle plus, 1,7 fois plus puissant, nucléaire pour l'autonomie à la mer. Le Charles de Gaulle aujourd'hui, c'est 20 Rafales. Le France Libre, ce sera 40 appareils et ce sera un bâtiment qui sera en mesure de faire du combat numérique, info-valorisé, comme disent les militaires, demain, d'être connecté avec l'ensemble de ses partenaires dans une bulle aéronavale. De 2000 km, c'est ça? D'une extension possible, rappelait l'amiral, d'environ 2000 km. Pour donner une idée, c'est aujourd'hui le porte-avions Charles navigue entre la Chypre et le Liban, et ces avions sont capables donc de voir et d'aller quasiment jusqu'à presque Téhéran. On est en ligne avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Bonsoir à vous. D'abord, France Libre, ce sera le nouveau nom de ce porte-avions. C'est un signal qu'envoie Emmanuel Macron, évidemment, en ces temps troublés, de la puissance militaire française, général. Alors, en tout cas, c'est un espoir et souhaitons-le que ce sera une réalité, que la France puisse continuer à être libre dans ce monde violent, dans ce monde écartelé, avec des conflits qui ne cessent de se succéder, qui sont même contemporains. On pense à l'Ukraine, évidemment, on pense à l'Iran. Donc, oui, la liberté, ça reste un très bel objectif. Et France, bah oui, France libre. Donc, voilà, c'est tout un programme, si je puis dire. Avec un budget conséquent, on parle de 10 milliards, je crois, d'euros, général. Est-ce que la France aura les moyens de financer cette dépense? Ça aussi, c'est une question que les militaires se posent. Alors, vous savez, j'ai manié pas mal de chiffres dans la défense au long de ma carrière. 10 milliards d'euros, ça sera le minimum. Soyons-en conscients, il faut prendre conscience de ça. Il y a parfois des dérives de coûts, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir. Premier élément, il faut être lucide. Deuxième élément, il est évident que le choix d'un investissement de cette nature, ça va peser sur les décennies qui viennent. Parce que dans le même temps, évidemment, il y a quand même le développement des avions qui vont avec. Il y a le développement des composantes nucléaires, dont on sait quelles sont les deux composantes nucléaires, qu'elles sont en renouvellement assez profond, y compris avec les missiles hypersoniques pour la partie aérienne, la composante aéroportée. Donc on voit que quelque part ce socle va se rigidifier, puisque le porte-avions, il ira sur son aire jusqu'à ce qu'il puisse sortir vers 2038. Là aussi, s'il est là en 2040 en plein potentiel, ça sera bien. Donc là, on fiche quelque part un socle qui est important, et je parle d'expérience. Ça va rendre l'exercice de gestion de la loi de programmation et des budgets assez difficile, et ça va nous imposer un effort de défense en augmentation constante. Alors c'est en phase avec les déclarations qui ont été faites par le président sur la vision long terme de la trajectoire financière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et par le passé c'était la même chose, entre la trajectoire financière qui est annoncée et le résultat des courses au bout de quelques années, il y a une différence qui peut être notable. Donc là, nous sommes engagés, nous serons engagés,
et il n'y aura pas d'alternative. On ne pourra pas se priver des drones, on ne pourra pas se priver de rénover notre aviation, nos forces terrestres, de rentrer dans ce monde du numérique et tous les systèmes numériques qui vont avec. Donc voilà, c'est un enjeu, c'est un pari sur l'avenir. Et puis, c'est peut-être notre liberté, c'est le prix de notre liberté, quelque part, qui est en jeu. Vous avez raison, Jean-Paul Paloméros. Un dernier mot, une dernière question. J'évoquais dans le sommaire la posture défensive de la France. Est-ce qu'on peut tenir cette ligne de crête très longtemps sans être entraîné dans l'engrenage infernal de la guerre, en multipliant ainsi les signes? On sait qu'on a une armada déployée en Méditerranée orientale. On a ce porte-avions qu'on annonce aujourd'hui. On peut tenir cette ligne-là, selon vous? En tout cas, nos alliés, ou en tout cas les pays avec lesquels on a des accords de défense, ça, je peux vous garantir qu'ils tiennent beaucoup à ce que fait la France aujourd'hui pour les défendre. Et c'est important parce que c'est un centre de gravité, on le sait maintenant, de ce conflit. Donc c'est important ce que nous faisons. Et quand Donald Trump parle de la France, il le sait quelque part qu'il a un allié qui est en train d'essayer, en tout cas avec ses moyens, de protéger ou d'aider les pays arabes à se protéger, et en prenant des risques. Nos forces sont sur le terrain, ils sont sur le théâtre de guerre, et on peut en perdre d'ailleurs. On en a perdu un, on a perdu ce major récemment. Il est possible qu'on en perde d'autres. Il faut être conscient de tout ça. Mais le problème de Donald Trump, c'est qu'il gomme l'aspérité qu'est aujourd'hui le contrôle du détroit d'Ormuz. Le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est une bataille en soi. La bataille d'Ormuz, c'est donc rentrer ou faire semblant de rentrer dans le détroit d'Ormuz, c'est en fait s'intégrer dans la bataille. Et ça, les pays européens et la France ne le souhaitent pas, ne le veulent pas. Ils n'ont pas voulu, effectivement, cette action offensive. On peut discuter du bien fondé ou non, mais c'est ainsi. Donc, oui, il faudra bien qu'ils se rendent à l'évidence. Ils ont commencé d'ailleurs, les Américains, à frapper, comme c'était attendu, des batteries antiaériennes et des choses comme ça, des batteries navales, pardon, dans les détroit d'Ormuz. Ils sont obligés de faire la guerre s'ils veulent vraiment débloquer et ça sera une guerre difficile. Merci beaucoup Jean-Paul Paloméros, général, ancien major chef d'état-major de l'armée de l'air. Je me tourne vers vous, général Sidos. Donc, on ne va pas intervenir dans les détroit d'Ormuz a priori, et il n'y aura pas d'engrenage qui peut nous amener, sauf si un de nos navires ou un de nos avions est touché. Non, alors c'est très délicat. Parce que ça inquiète beaucoup les Français, la guerre. C'est omniprésent dans les conversations. La bataille, effectivement, le général Paloméros a tout à fait raison, la bataille du détroit d'Ormuz. Là, je crois qu'il faut commencer à le baptiser comme ça, avec les opérations qui ont déjà été lancées par les Américains sur les côtes. Alors déjà, les moyens américains sont-ils en place? On a vu qu'ils ont fait venir un groupe de débarquement de Marines du Japon. Il n'y en a qu'un. Ce n'est pas avec 2500 Marines qu'on va conquérir la côte iranienne. Nous, au niveau français, ce n'est pas un secret, on a 24 Rafales sur place. 24, c'est quand même beaucoup. Et qui ont tiré énormément de missiles pour détruire des drones, des missiles Mika. Qui coûtent une fortune par rapport aux drones, on est d'accord. Qui coûtent très cher. Alors, par rapport aux Shahed, c'est évident que ça coûte très très cher. Donc, mais 24 Rafales, c'est le quart, la cinquième de la flotte de Rafales français. C'est quand même assez important. Alors, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de perte. Il n'y aura pas de perte, bien sûr, là-dessus, mais bon, on assume notre politique défensive et nos accords de défense régionaux. Donc, on conduit, nous aussi, une bataille dans notre côté. Donc, on n'a pas besoin de s'engager. Les Américains ont largement les moyens de faire une bataille navale, terrestre, de débarquer. Les Marines, c'est une puissance à elle-même. Donc, ce n'est pas 2500 Marines, ils en ont... c'est gigantesque, le corps des Marines, qui est capable de débarquer. Et même pendant la bataille du Pacifique, il n'y avait pas que des Marines, il y avait aussi de l'infanterie normale. Donc... Mais ma question, c'est si on encaisse des pertes. Là, en Irak, c'est une perte. On a perdu un homme et 6 blessés. À force d'encaisser des pertes, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la France sera obligée de rentrer dans le conflit? On y est déjà avec ces 24 Rafales. Moi, Vous croyez qu'on n'y était pas sur défensive, on y est déjà. On est au Liban également. C'est paradoxal, en fait. Au Liban, on est entre le marteau et l'enclume. C'est quand même si vous parlez d'affaires nulles, oui, c'est sûr, mais donc, ils n'ont aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et on a gardé toutes nos forces spéciales, enfin tous nos intervenants de l'opération Chamal, et ça fait du monde également. Donc on ne recule pas. Alors s'engager ouvertement dans cette bataille difficile, ça c'est un autre aspect, je pense. Et les Américains, n'ont pas besoin de nous. C'est certain que Trump
Alors, il faudrait s'intégrer, il faudrait se coordonner. C'est quand même très difficile également. Dernier mot, Marie. Oui, après, simplement vouloir défendre nos intérêts, c'est un des corollaires de défendre nos intérêts, c'est d'accepter d'avoir des pertes, y compris chez nos soldats. Seules les nations qui ne défendent pas leurs intérêts et ne prennent pas le risque de le faire ne feront des guerres sans perte, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas de guerre en réalité. Ça, c'est la question, à mon avis, à laquelle il faut le dire aux gens en fait aujourd'hui. Si on est une grande puissance et qu'on veut défendre nos intérêts, on va sur le front, on va sur la ligne de crête et à ce moment-là, effectivement, il y a un risque de dommages collatéraux. Mais je crois que toute la stratégie d'Emmanuel Macron est une stratégie assez cohérente qui consiste en défendant nos alliés à tenter de serrer le conflit pour ne pas qu'il rentre chez nos partenaires, d'une part, et d'autre part, prendre en compte nos intérêts, les Français qui vivent au Moyen-Orient et aussi, n'oublions pas, le Liban. Et là, je crois que la France a une armée qui est taillée pour la problématique libanaise, ce qu'elle n'est pas du tout taillée pour la problématique du Moyen-Orient. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans CNews et Europe 1. Merci au général Sidos. On évoquera la situation en Iran avec à l'instant des nouvelles. Mojtaba Khamenei qui aurait, s'il est vivant, présenté et dit à quel point il était heurté par la mort de M. Laridjani. On verra ça avec vous, Emmanuel Radzavi, dans un instant. À tout de suite. 18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on part pour Israël où de nouvelles frappes iraniennes ont fait des victimes. Aujourd'hui, on rejoint à Tel Aviv Thibault Marcheteau et Timothée Forget. Bonsoir à tous les deux. Vous avez passé la journée dans différents endroits d'impact de missiles, c'est bien cela ? Absolument, Laurence. La population israélienne, au 19e jour de cette guerre, elle continue de vivre au rythme des alertes. Alors que ces projectiles viennent du Hezbollah au Liban ou alors de l'Iran, eh bien, de nombreuses fois, les sirènes ont résonné partout dans le pays. Nous étions une bonne partie de la journée dans la banlieue de Tel Aviv, là où eh bien, un appartement cette nuit a été touché par un missile iranien faisant 2 morts. Et au milieu de l'après-midi, eh bien, une alerte a retenti. Alors nous sommes évidemment allés nous mettre aux abris. Dans les abris, nous avons entendu une énorme explosion à quelques mètres de nous. Une fois que nous avons eu l'autorisation de sortir, on a vu effectivement un nouvel appartement touché par un missile avec une ogive à fragmentation, un nouvel impact donc à signaler, qui n'a pas fait de blessés, qui n'a pas fait de morts. Mais en tout cas, je peux vous dire que ces missiles avec une ogive à fragmentation, ils effraient ici la population. Beaucoup nous le disent ici parce que la population, elle est consciente que ces missiles qui sont utilisés par le régime iranien, ils peuvent faire énormément de dégâts et ce dans un périmètre très important. Toute la journée, Thibault, l'armée israélienne également de son côté continue de cibler des cibles en Iran, c'est bien cela ? Absolument, et conjointement avec l'armée américaine, l'armée israélienne continue ses frappes au-dessus de l'Iran en essayant de neutraliser les sites de production, de stockage et de lancement de missiles pour éviter que les sirènes ne résonnent trop souvent ici dans le centre d'Israël et partout dans le pays. Mais on remarque également que des cibles de choix ont été frappées par l'armée israélienne ces derniers jours et notamment avec l'élimination de Ali Laridjani qui était quasiment à la tête du régime des Mollahs, mais également eh bien, de nombreux hauts dirigeants des Bassidji. Vous savez, c'est cette force de répression interne en Iran qui a maté ces manifestations anti-régime de manière très violente en faisant des milliers de morts. Également, leur centre de commandement a été frappé. Aussi, eh bien, il y a le ministre des Renseignements qui, on l'a appris aujourd'hui, a été éliminé par l'armée israélienne. On peut donc penser que l'armée israélienne frappe ces cibles pour pousser la population iranienne à se révolter et faire tomber ce régime par l'intérieur et non de manière uniquement militaire. Hier, Benyamin Netanyahou s'est exprimé et a affirmé que l'élimination de Ali Laridjani était une opportunité pour le peuple iranien qui devait prendre son destin en main. Merci beaucoup Thibault Marcheteau et Timothée Forget en direct de Tel Aviv. Emmanuel Radzavi, je me tourne vers vous. Vous êtes iranien, vous connaissez bien le pays, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Est-ce que ce régime, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, si vous pouvez me le dire rapidement, peut tomber? Est-ce qu'il faudra que la population se soulève à nouveau? On rappelle qu'elle a été lâchée en race campagne il y a 2 mois et qu'elle a été massacrée. Est-ce que c'est des Iraniens que viendra la solution? Et je ne parle pas de la République islamique. Oui, il va de soi que de toute façon, les Iraniens doivent prendre leur destin en main. Vous l'avez rappelé très justement, ils sont descendus dans la rue, ils se sont soulevés, ils se sont fait massacrer. On parle de dizaines de milliers de morts. Ça a été des massacres de masse, des massacres contre l'humanité. Enfin, on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre.
Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que pour que les Iraniens descendent dans la rue, ils l'ont refait quand même, hein, depuis hier, on voit des Iraniens dans la rue. Mais il faut aussi quand même leur apporter, je dirais, un certain soutien. Je crois que le soutien en fait de la communication, puisque vous savez, il y a un blackout à nouveau, et quand le régime iranien fait un blackout, en général, c'est pas bon signe, c'est qu'ils commettent des crimes, et notamment des crimes de masse. Donc aujourd'hui, il faut absolument les aider à pouvoir communiquer pour se coordonner à l'intérieur du pays. C'est très important. Je parle notamment en fait des oppositions, des coordinations kurdes, baloutches, mais aussi en fait ou azéris, mais aussi en fait de l'ensemble des Iraniens tout simplement et des mouvements libéraux, monarchistes. Il y a ce point-là qui est très important. Il y a aussi une dimension dont on parle très peu, c'est qu'il y a aussi un problème de crise humanitaire. Vous avez des provinces iraniennes où les gens n'ont plus à manger. Donc il faut aussi faire en sorte, si vous voulez, qu'on les soutienne de ce point de vue-là. Si on veut éviter en fait le chaos, il faut soutenir. Moi, c'est plutôt mon discours parce que je travaille beaucoup sur les oppositions iraniennes, mais le fait est qu'aujourd'hui, il faut absolument en fait les soutenir et faire en sorte de leur donner les moyens. Si le régime chute, moi je pense que le régime va chuter. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va arriver juste derrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment, dans l'urgence, aujourd'hui, prendre conscience qu'il faut soutenir ces oppositions démocratiques, laïques, pour l'ensemble d'entre elles, et faire en sorte d'amener une alternative qui soit une alternative qui évite en fait le chaos, qui permette la continuité, y compris administrative, de l'État iranien. Alors, juste une question à Marielle Crafray, je vous passe la parole ensuite, Joseph, pour faire le lien entre la discussion d'avant et celle-ci. La France, au fond, parce que ça inquiète beaucoup les Français, est-ce qu'elle n'est pas redevenue, malgré cette posture dite défensive, une cible pour le régime iranien qui a menacé de représailles le monde entier? Vous avez raison. À partir du moment où la France, depuis le 9 mars, avec la communication d'Emmanuel Macron sur le porte-avions, officialise en fait son dispositif de posture défensive, il s'ingère dans cette crise. Et dans la foulée, pour les Iraniens, si c'était déjà pas le cas, les intérêts français, les soldats français dispersés dans la région du Moyen-Orient sont devenus une cible. On l'a vu avec la blessure infligée à nos 7 soldats et l'adjudant-chef, le major maintenant Frion, qui est décédé. Je vous rappelle aussi, Laurence, que nous avons 700 soldats à la Finule dans le sud Liban aujourd'hui qui sont clairement otages de cette nouvelle guerre israélo-libanaise. Et là aussi, il va falloir faire très attention et il y a un devoir de protéger encore plus nos soldats. Joseph, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, avec ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a aussi un élément qui va nous donner une indication, je pense, c'est ce qui peut se passer entre le 19 et 22 mars, qui est la fête du Nouvel An iranien, le Nowruz. Et à chaque fois, cette fête a été l'occasion, justement, pour le peuple iranien de se démarquer du régime avec soit des actions spectaculaires, soit avec une grande présence dans la rue. François Pupponi, le risque de représailles quand l'Iran menace, malheureusement, on sait que il passe à l'acte, alors que ce soit dans la région, au Moyen-Orient, ou malheureusement dans nos démocraties. Non, mais il est réel. On a beau faire des déclarations en disant qu'on ne veut pas être rentré dans le conflit, mais voilà. On est présent sur place, on défend un certain nombre de puissances locales qui sont attaquées par l'Iran, on essaye de les aider à ne pas être touchés. Une stratégie défensive avec des armes offensives, moi voilà, donc les Iraniens, on a beau leur expliquer qu'on est là pour essayer d'être défensifs, ils savent qu'on est impliqué dans le conflit d'une manière ou d'une autre. Donc de toutes les manières, bien entendu, ils vont essayer de nous toucher. De toute façon, nous sommes localement sur place. Donc au Liban, entre le Hezbollah et Israël, il y a des Français, il y a bien un moment où ils peuvent être touchés. Et tout à l'heure, on fait partie du conflit. On a beau dire qu'on ne l'est pas, mais on l'est. Et les Iraniens, sincèrement, ils connaissent très très bien la distinction. Juste un point, on n'est pas co-belligérants. Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire, nous ne faisons pas des frappes directes sur l'Iran. En revanche, le fait d'être dans une défensive nous met en posture d'être atteints par les Iraniens. Je parlais du Moyen-Orient, mais on peut ajouter aussi la France. Le contentieux franco-iranien, après la révolution du Shah, a montré combien de fois et à quel point nous avons été touchés par le terrorisme d'État de la République islamique d'Iran. C'est une des grandes armes, Emmanuel Radzavi, de ce régime islamique, le terrorisme. La guerre asymétrique, donc le terrorisme notamment. Il y a deux choses qui sont intéressantes et Paris en fait fait figure d'exemple. C'est-à-dire que Paris est menacé. Vous savez que depuis que le conflit a commencé, vous avez une quinzaine de personnes à Paris qui ont été mises sous sécurité policière parce que menacées par le régime iranien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le même temps, c'est la deuxième arme. Ils posent des bombes, ils assassinent des gens, mais dans le même temps, ils ont leurs agents d'influence qui vous distribuent des éléments de langage pour vous expliquer que l'Iran, c'est à la République islamique d'Iran. C'est un État stabilisateur au Moyen-Orient. On les voit sur les plateaux télé et radio, ces agents d'influence.
Bah écoutez, oui, surtout, franchement, c'est un festival sur le service public. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'y vais pas. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui sont reçus, dont on sait, en fait, qu'ils ont, en fait, leur rond de serviette à l'ambassade de la République islamique à Paris. Moi, qui ai passé ma vie à être menacé par les islamistes, qui ai eu des gens de ma famille qui ont été tués par les islamistes, vous comprendrez que ça me choque de voir ces gens-là aller faire, si vous voulez, le service. Et c'est dans votre livre, pas Alors, on en parle dans notre livre, justement. Et ça, c'est important parce que, effectivement, on pointe du doigt aujourd'hui, quand même, une défaillance. Le terrorisme aujourd'hui, iranien, menace la France. Mais je voudrais dire une chose. Il faut lire les textes fondateurs de la République islamique d'Iran, qui ont été écrits notamment par l'ayatollah Khomeini dans les années 50 et dans les années 60. Il dit bien que sa première étape, évidemment, c'est de faire tomber la monarchie en fait iranienne, qu'ensuite vient la Palestine, et qu'ensuite, ce sont les démocraties. C'est assez intéressant, ce qui veut dire que nous sommes l'ennemi pour la République islamique d'Iran. Il ne faut jamais l'oublier. Je vous rappelle quand même qu'ils ont envoyé, me semble-t-il, quelques projectiles sur notre base à Abu Dhabi aussi, base française donc à Abu Dhabi. On a eu un soldat tué. Encore une fois, on est aujourd'hui très clairement une cible. On ne veut pas être belligérant ou co-belligérant. La réalité, c'est que nous sommes une cible de la République islamique. Et puis peut-être qu'il faudra répondre quand même à la mort du major Frion. C'est ce que peut-être la réponse a-t-elle déjà eu lieu et on ne le sait pas. Oui. Mais écoutez, juste on part à Dubaï parce que notre envoyée spéciale Pauline Trefner est avec Stéphanie Rouquier. Bonsoir à toutes les deux. L'Iran a encore ciblé les pays du Golfe, on vient de l'évoquer, les Émirats arabes unis, Riyad aussi. Racontez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Laurence, nous avons reçu pas moins de 6 alertes depuis hier soir et de fortes détonations ont retenti tout au long de la journée dans plusieurs quartiers de Dubaï. On voit bien ici que Téhéran s'en prend aux Émirats arabes unis après les frappes israélo-américaines menées sur les dirigeants du régime des Mollahs et les bases occidentales sont toujours visées. Au nord-est des Émirats, la base aérienne d'Al-Minda a été attaquée. Un projectile est tombé à proximité de cette base. Il n'y aurait pas de blessés à déplorer, mais on sait que cette base abrite des forces australiennes et américaines. Pauline, il y a aussi ces menaces de l'Iran sur les complexes pétroliers de la région. Et là, c'est encore une autre menace. Oui, tout à fait. Laurence, Téhéran a annoncé mener des attaques dans les prochaines heures sur les infrastructures pétrolières et gazières de la région en représailles de l'attaque menée par Israël et les États-Unis sur la réserve gazière de Sospars en Iran. On s'attend donc à de nouvelles attaques dans les prochaines heures ici aux Émirats et notamment sur le complexe pétrolier de Fujairah à l'est du pays, car c'est dans cette région qui est désormais stocker les principales ressources pétrolières pour ensuite être exportées grâce au port de Fujairah situé à quelques kilomètres qui peut faire directement transiter les pétroliers par la mer d'Arabie, la seule voie d'exportation de pétrole aux Émirats depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Et le problème, Laurence, c'est que si ce complexe est considérablement impacté, eh bien, les exportations, notamment vers l'Europe, eh bien, seront encore plus déstabilisées. Merci beaucoup, Pauline Trefner et Stéphanie Rouquier. Là, évidemment, c'est l'arme économique, Maïek Rafray. Clairement. Et on voit bien que clairement, on voit bien que cette réponse iranienne, elle est à la fois asymétrique, je le disais tout à l'heure, c'est la réponse du faible au fort, mais elle est en même temps très ciblée. Elle va sur les points économiques qui peuvent fragiliser et faire monter le coût de la guerre, en fait, pour les États-Unis et pour l'Occident. C'est aussi une façon de menacer, de faire pression sur les États du Golfe qui parlent directement avec Donald Trump et qui ont construit leur économie sur un modèle de stabilité. Et il faut bien comprendre que cette région, c'est un hub pour l'économie, le tourisme, les capitaux, les affaires. Et ça, c'est possible parce que c'est une situation stable et relativement libre. Et aujourd'hui, c'est une autre situation qui s'installe. Voilà. Localement, ça devient comme au début, ils considéraient que les patriotes allaient leur permettre de s'en sortir. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis parce que ils sont plus sûrs de rien. Et ça déstabilise complètement la région. Voilà, il est 18h30. Je vous remercie, Marie-Lévesque Rafray, ainsi qu'Emmanuel Radavi, Paris-Téhéran, Le Grand Dévoilement, je rappelle, aux éditions du CERF avec Jean-Marc Montali. 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchombo. Bonsoir Sandra. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. L'aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv a été touché par des débris à la suite de missiles iraniens tirés sur Israël. C'est une première depuis le début de la guerre contre l'Iran. Le 28 février dernier, des avions privés auraient été endommagés. L'armée a levé ce mercredi l'ordre de censure concernant cet incident, mais n'a pas autorisé à en dévoiler la date. Le président iranien a confirmé la mort de son ministre du Renseignement. Israël avait annoncé plus tôt ce mercredi
mercredi avoir éliminé Ismail Khatib la veille dans une frappe de précision à Téhéran. Massoud Pezeshkian a dénoncé des assassinats en faisant référence au décès d'autres hauts responsables du pays. La République islamique a promis de se venger. Et puis, en vue du second tour des municipales ce dimanche en France, Gérard Larcher appelle à respecter les accords entre les familles de la droite et du centre et apporte son soutien au maire sortant, Christian Estrosi, devancé par Éric Ciotti. Le président LR du Sénat s'est positionné après le refus du patron du parti, Bruno Retailleau, d'appeler à voter pour lui à Nice. Merci beaucoup Sandra Tchombo. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler des municipales, la situation à Paris, à Nice et à Marseille. Et évidemment, on sera avec nos débatteurs. A tout de suite sur CNews et Europe 1. 18h36 de retour dans Punchline CNews et Europe 1. La bataille des municipales, évidemment, dans ce second tour, avec, je crois, un peu plus de 1000 villes, évidemment, qui doivent départager les listes en présence. On va d'abord, alors il y a des alliances dans tous les sens, on en a beaucoup parlé, notamment à gauche, entre le PS et la France Insoumise. Écoutez ce qu'on a dit cet après-midi, Marine Le Pen qui était en déplacement dans le Pas-de-Calais. Je regrette pour les habitants qui peuvent potentiellement subir un maire La France Insoumise ou écologiste, ce qui revient au même par ailleurs, ou de la gauche extrémisée, c'est-à-dire du PS qui serait entre les mains précisément de La France Insoumise. La France Insoumise, je crois savoir qu'ils ont gagné 3 petites communes lors des dernières élections municipales. Ils ont perdu les 3 là, vous voyez. Ça veut dire qu'en réalité c'est catastrophique quand ils sont à la tête d'une municipalité. Donc voilà, j'espère que les habitants vont échapper à cela. Marine Le Pen qui ne ménage pas ses critiques, Johan Usaï qui nous a rejoint du service politique de CNews, contre ces alliances. Elle estime que ces accords électoraux avec une extrême gauche, dont la seule obsession est de relayer l'entrisme communautaire et religieux dans nos institutions. Oui, parce que d'abord, elle a évidemment bien compris ce qui jouait derrière cette élection municipale. Dans le cadre de ces alliances, c'est évidemment l'élection présidentielle qui est en train de se préparer. Donc elle pose ses pions pour elle ou pour Jordan Bardella en vue de cette élection présidentielle de 2027. Et le Rassemblement national, dans le cadre de la prochaine présidentielle, va se présenter comme étant le rempart face à cette gauche qu'elle qualifie d'extrémisée, ou l'extrême gauche ou la gauche extrême. Le Front national se présentera comme le rempart. Donc il commence à préparer les éléments de langage, à s'afficher comme tel. Et c'est vrai que c'est un cadeau qui est fait au Rassemblement national. Ces alliances, cette fusion du Parti socialiste avec la France insoumise est un nouveau cadeau. Un de plus, parce qu'il y en a beaucoup depuis maintenant presque 3 ans, un nouveau cadeau fait au Rassemblement national. Joseph Massescaron, vous pensez comme ça que c'est une façon de mettre en scène le duel de 2027 ? Oui, mais tout à fait l'analyse de Johan. Bien sûr que il y a plusieurs éléments qui aujourd'hui... il y a en effet ce que vient de dire Johan, mais je dirais même par exemple la décision de Sark Nafo hier d'introduire dans le débat politique à droite le principe du désistement républicain, à mon sens, est un acte politique fort, parce que c'est la première fois à droite qu'on introduit ce principe, et d'une manière aussi claire. Et évidemment, comme ce n'est pas dans son intérêt, ça prend encore plus de valeur et de sens. Et là, c'est quelque chose d'important pour la présidentielle. De même, un autre point, toujours sur le langage. Joseph. Lorsque, et là je parle sous le contrôle de mon voisin, Monsieur Pupponi, quand le Conseil national du PS dit « pas d'accord national », et vote en disant pas d'accord national, ça a un sens. Nous, évidemment, ça nous fait rire parce que localement, non, pas d'accord national, c'est-à-dire parce qu'on pense à la présidentielle. C'est pour ça qu'on met pas d'accord national. Donc, évidemment, il y a plein d'éléments qui sont extrêmement riches d'interprétation et d'analyse sur la future présidentielle. François Pupponi. Non, tout se joue là. Alors, à la fois, il y a localement, on voit bien comment le PS se vend. C'est désastreux pour le PS. Le PS est mort. Il a fait 1,5% à la dernière présidentielle. Là, ils ne font que sauver leur poste et leur mairie. C'est tout ce qui les intéresse. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver, donc ils essaient de sauver ce qu'ils peuvent, y compris leur mandat. Ils font la part belle à Mélenchon, qui leur montre, si vous êtes avec moi, vous vous en sortez. Si vous êtes contre moi, vous mourrez. Donc, il les oblige à venir se vendre dans des conditions qui sont inimaginables. Enfin, c'est inimaginable ce qu'on est en train de dire. Ils se font cracher dessus, ceux qui se rallient aussi. Oui, bien sûr. Les socialistes qui se rallient, en plus, ils se font cracher dessus par la France insoumise. Et Mélenchon est en train de gagner sa place au deuxième tour, quelque part. En tout cas, il joue sa place au deuxième tour en disant aux socialistes, voilà, je vais vous laminer. Vous n'existerez plus, mais vous serez obligé au deuxième tour de me soutenir. Okay. Voilà. Et on ajouterait que, pour aller dans ce sens, évidemment, priver le PS de ce vaisseau amiral qu'est la mairie de Paris. Bien sûr.
En maintenant la candidature de Chikirou. Oui, et on va écouter Mme Chikirou. Pour rebondir sur ce qu'a dit Joseph, sur l'acte politique très fort hier de Sarah Knafo, qui se désiste pour faire gagner la droite à Paris. Jordan Bardella a immédiatement compris ce qui était en train de se passer, puisque quelques minutes après l'annonce de Sarah Knafo, il est au 20h de TF1 et il dit « Moi aussi, si je votais à Paris, je voterai pour Rachida Dati », parce qu'il ne veut surtout pas que Sarah Knafo, que Reconquête, prenne le lead à droite. C'est ça qui est en train de se jouer aussi. D'accord, c'est intéressant. Écoutons Sophia Chikirou. Alors là, on reparle de la France insoumise. Elle se maintient à Paris et elle appelle évidemment à voter pour elle, de ne pas avoir peur. Alors, ils invoquent beaucoup cet argument de la peur à la France insoumise. Écoutons-la. Dimanche soir, j'ai dû demander à Emmanuel Grégoire de me passer un coup de fil. C'est pas très agréable. Il l'a fait. Emmanuel m'a appelé. Il m'a dit « Je ne veux pas d'accord. Je ne le veux pas. » Je dis, bon, dommage. Je dis, ça va, tu es serein? Il m'a dit, oui, je suis serein. Donc moi, je pars de l'idée qu'Emmanuel Grégoire sait très bien ce qu'il fait. Il m'a dit, pas d'accord de fusion, ni technique, ni programmatique. Il a déposé sa liste hier. Nous avons déposé notre liste hier. Nous sommes au rendez-vous du dimanche 22 mars pour le deuxième tour. Donc je vous le dis très clairement, à vous tous qui nous regardez, qui êtes là, sentez-vous libre de voter pour nous le dimanche 22 mars. Sentez-vous libre. Votez librement. Ne votez pas sous contrainte et sous menace. Alors, sous contrainte, sous menace, Françoise Laborde, à quoi fait-elle allusion, Mme Chikirou? Cet entre-deux-tours est pitral, si vous me permettez cette expression. Parce qu'en effet, vous évoquiez tout à l'heure Mélenchon qui crache vraiment la façon dont il a traité le PS. Enfin, c'était vrai. Pourtant, on va les acheter, ça ne va pas nous coûter très cher, etc. Les combinards, les gros combinards. C'est quand même à pleurer. Je pense à ce qui se passe à Toulouse, qui est quand même... où on a deux candidats, le candidat du PS qui va à la remorque de la France insoumise en expliquant que le maire sortant, M. Moudingue, est un mec dangereux, est un garçon dangereux d'extrême droite. Au pauvre garçon, pauvre M. Moudingue, qui subitement se voit attribuer comme ça des choses impensables. Je pense à Nice, où subitement on a, j'évoquais tout à l'heure les deux gauches irréconciliables, là, on a les deux droites irréconciliables. On a d'un côté Estrosi, qui était plutôt un sarkozyste dur il y a quelques années, et qui était le meilleur ami de M. Ciotti, qui aujourd'hui est dépeint comme le nationaliste le plus dangereux. Et on a quelque chose de complètement illisible. Et alors à Paris, on a en effet, alors vous avez raison de le dire, et il faut souligner, une lecture assez claire et courageuse de Sarah Knafo. J'aime beaucoup la formule de désistement républicain que vous avez employée, qui est en effet une première et qui est assez intéressante et qui réouvre complètement le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Mme Chikirou, en effet, appelle ses électeurs à voter, parce qu'elle peut tout à fait faire au deuxième tour un score meilleur qu'au premier, et elle peut tout à fait se qualifier pour être conseillère de Paris. Et je rappelle qu'on parlait beaucoup de l'élection présidentielle, mais il y a aussi les sénatoriales entre-temps, et que pour la France insoumise... C'est un objectif d'avoir un groupe aussi. Et ils l'ont, évidemment. Geoffroy Lejeune, quand elle dit, Mme Chikirou, sans faire attention aux menaces, on les menace de quoi, en fait, les insoumis, de favoriser la droite? En réalité, c'est ça qu'elle sous-entend? Sans doute qu'il y a un peu de ça. Et puis, elle essaye. C'est très compliqué quand vous êtes dans sa position, c'est-à-dire à peine qualifiée au second tour, parce qu'elle n'est pas beaucoup au-dessus de la barre des 10%, avec un concurrent dans son propre camp qui est en pole position au premier tour. C'est très compliqué pour elle d'exister dans un second tour, parce qu'il n'y aura qu'un gagnant, et ce sera a priori pas elle. Donc, elle doit trouver des arguments pour contrer celui du vote utile. Le risque, Françoise a raison, elle peut faire un meilleur score, mais le risque qui existe pour tous les gens qui sont dans sa situation en triangulaire, c'est de s'effondrer. Donc, elle essaie de lutter contre ça et d'avoir le plus possible d'élus au Conseil de Paris. Moi, je suis comme mais tout le monde. Mais elle peut faire perdre Emmanuel Grégoire, je crois. Vous faites l'addition, c'est très simple. Rachida Dati, si on additionne les listes qui se sont retirées ou qui fusionnent avec elle, elle est censée faire 47%. Oui, mais il y aura pas un rapport à 100%. Un peu de perdition, mais quand même. La politique, c'est pas de l'arithmétique, je suis bien d'accord, mais c'est pour vous dire que son potentiel électoral, il est de 47%. Celui d'Emmanuel Grégoire, a priori, il est de 37%, 38%. Donc, évidemment, ça se jouera pas comme ça. Il y aura pas ce report automatique, etc. Mais elle a une vraie possibilité de gagner, très sérieuse. Elle était, comment dire, au soir du premier tour, c'était pas du tout évident. Avec le coup de fil à Pierre-Yves Bournazel, ça devient possible, et avec le retrait de Sarah Knafo, ça devient quasiment probable. Alors, je pense qu'Emmanuel Grégoire s'est un peu précipité.
il ne pouvait pas imaginer le scénario qui est le pire qui se met en place. C'est-à-dire un rapprochement entre Dati et Bournazel, et Knafo qui a l'intelligence de dire je me retire. Alors qu'il pensait que Bournazel avec Dati, c'était pas tout à fait fait, et que jamais Knafo se retirerait parce que... Et là, effectivement, il est victime de la mise en place de stratégies pour les présidentielles. Je pense qu'Édouard Philippe a fait ce qu'il fallait sur Bournazel parce qu'il a envie de gagner sa mairie au Havre aussi et qu'il a pas... Voilà. Et donc, il se retrouve tout seul. Alors, il fait le pari de dire que les électeurs de la France Insoumise viendront quand même empêcher Dati, Bournazel et Knafo de gagner. Mais les électeurs de la France Insoumise, ils ont envie de faire perdre des socialistes. Et le vote révolutionnaire, ils savent le faire. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que Paris passe à droite plutôt que Emmanuel Macron ne l'emporte. C'est ce qui se passera en 2027, c'est ce qui se passera pour Mélenchon. S'il est au deuxième tour contre le RN, il fera en sorte... Enfin, il sait très bien que le RN gagnera, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos. Donc ils diront, voilà, aux socialistes, vous n'avez pas voulu de nous, vous avez perdu Paris. En 2027, réfléchissez. Joseph, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis tout à fait d'accord sur la candidature de Chikirou et vous l'avez cité, vous avez cité le fait que des personnes avaient accepté, notamment c'est à Nantes, bien sûr, de faire alliance, cette fusion technique, ce mot complètement baroque qui est apparu, fusion technique, voilà, qui est quand même absolument dément. Et que, évidemment, tout de suite, ils avaient été taclés par des responsables de LFI. Donc il y a du mépris. Il y a un mépris qui est tel qu'il y a même aussi de la haine. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Mélenchon vient du PS. Il vient du PS. Il connaît bien Donc, le PS. quand il dit qu'on compinard, il sait ce qu'il dit. C'est un grand expert, même. C'est un grand expert, parce que, franchement, quand il animait la gauche socialiste qui était au courant, ça, il savait. Il connaissait les cabines, les combines, il s'alliait à la droite, il s'alliait à Fabius sur ce qu'il le fallait. Ça, nous savons tous. Mais, en partant, il est parti avec des valises de haine contre le PS. C'est ça ce qui est curieux quand vous entendez Olivier Faure, c'est qu'il ne se rend pas compte de la haine profonde que Jean-Luc Mélenchon voue au Parti socialiste. Et à propos d'Olivier Faure, la position d'Olivier Faure à Strasbourg, c'est aussi pompon de la pomponnette. Qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Madame Trottmann, PS historique, si je puis dire, ancien maire de Strasbourg, qui, pour essayer d'obtenir la victoire au second tour, propose une alliance avec Horizon. Faure lui dit non, ça va pas être possible. Et, Horizon qui est présenté pratiquement comme un mouvement néo-nazi. Non mais sérieusement, tout simplement parce que Horizon se désiste pour la candidature de Dati. Horizon avec qui Olivier Faure a géré la période budgétaire à l'Assemblée pendant 3 mois. Ils ont géré avec la Macronie pour qu'il y ait enfin un budget parce qu'il faut être responsable. Là, Trottmann qui essaie de sauver Strasbourg contre une alliance à l'extrême gauche qui est inimaginable. Et Strasbourg, c'est une ville qui est compliquée. Johan, un petit mot, après on écoute mot de... Très envahie, si je puis dire. Mais si Olivier Faure a retiré l'investiture du Parti socialiste à Catherine Trottmann à Strasbourg, c'est sous la pression de ses alliés d'extrême gauche, encore une fois. C'est Marine Tondelier qui a tout fait pour que l'investiture lui soit retirée. C'est Jean-Luc Mélenchon, parce que ce qui est frappant depuis dimanche soir, c'est le fait de voir à quel point Olivier Faure est dans la main de Jean-Luc Mélenchon, malgré les humiliations. J'ai rarement vu un homme autant humilié qu'Olivier Faure depuis dimanche soir. Il est l'homme politique le plus humilié de ces dernières années par Jean-Luc Mélenchon, qui jouit à un point monumental quand il humilie Olivier Faure. Et Olivier Faure, il leur demande, et il dit amen à tout. Et il lui dit, oui, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, je vais vous obéir, je vais vous écouter, je vais retirer l'investiture à un tel, je vais débrancher à un tel. C'est dingue ce qui se passe depuis dimanche soir. Et il y a l'arbitre au-dessus de la mêlée, Emmanuel Macron. Alors, il ne s'est pas exprimé directement, il a parlé en Conseil des ministres. Écoutez ce qu'on a rapporté la porte-parole Maud Bréjean. Sans commenter le résultat de ce premier tour, puisqu'il a indiqué que ce n'était évidemment pas son rôle, le président a tenu à souligner dans ce moment l'importance que personne n'oublie, que les extrêmes, où qu'ils soient, demeurent dangereux pour la République. Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes. D'une part, on ne peut pas oublier les discours et les actes d'excès d'où qu'ils viennent. Et d'autre part, on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne. Geoffroy Lejeune, on voit la stratégie de surplomb d'Emmanuel Macron, qui parfois ne s'est pas ménagé quand il fallait parler de scrutin
Quand il fallait s'ingérer électoraux. dans des... Et là, non, il ne veut plus en parler. Comment vous analysez ça? Attention aux extrêmes. Vous avez dit, bon honnêtement c'est pas très nouveau, mais vous avez dit arbitre au-dessus de la mêlée. Moi je vois un remplaçant, vous savez, celui qui est sur le banc et qu'on fait pas rentrer sur le terrain, comme une forme de petite plus sympathique que vous alors. Mais non, mais sincèrement, parce que surplomb dans l'aile. Le macronisme n'a jamais vraiment existé sur le plan municipal. Emmanuel Macron est en fin de second mandat, donc pour plein de raisons, on s'intéresse plus tellement à ce qu'il pense sur le plan national. Et par ailleurs, ils ont vécu un recul. On va pas dire un effondrement, mais un recul. C'est-à-dire que pour réussir à exister encore dans certains endroits où la sociologie leur est favorable, il a fallu qu'ils s'allient avec Horizon, LR, etc. Et ça permet de donner le change. Ils investissent très peu de candidats. Enfin, ils n'existent pas vraiment dans ce scrutin. Donc voilà, c'est c'est presque devenu un commentateur de la vie politique nationale en réalité. Yohann ? Mais vous aurez noté une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron parle des extrêmes. À aucun moment il n'arrive à dire que le danger principal pour notre pays, c'est l'extrême gauche. Il est à chaque fois obligé de renvoyer le Rassemblement national et la France insoumise dos à dos, alors que la plupart des gens honnêtes intellectuellement dans ce pays reconnaissent que le danger principal, c'est évidemment l'extrême gauche. Il avait fait pareil pour la mort de Quentin. Quelques jours seulement après la mort de Quentin, il avait demandé qu'on fasse le bilan des morts tués par l'extrême gauche ou par l'extrême droite, la dissolution de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Il avait été incapable de parler de la France insoumise à ce moment-là. Et bien là, il recommence. Françoise, la tête de Gérald Darmanin, pendant qu'il était hypnotisé, il avait les yeux... Parce que lui, il a dit qu'il était terrorisé par les accords EPS. Et puis Macron, c'est un petit tacle à Attal. Alors ça, parce que sur les accords d'appareil pour les législatives, je pense qu'il n'a toujours pas supporté. Il est mal placé pour le dire, parce qu'en effet, les législatives, c'était quand même comme ça. Et là où Yohann a tout à fait raison, c'est que c'est quand même du côté de LFI que le danger arrive. À ma connaissance, il n'y a pas d'acteur de second tour avec le RN. Ça n'intéresse pas, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de sauver le soldat Estrosi en ce moment. C'est la seule chose qui intéresse. C'est la seule chose qui préoccupe l'Élysée. C'est la seule chose qui préoccupe Matignon. Et Cazenave à Bordeaux. Matignon. Non. Quand il a fait retirer... Oui, il s'est retiré de certains. Pour que l'Élysée et Matignon appellent Marine Tondelier, c'est ce que dit la candidate écologiste, quand même, ça veut dire que vraiment, il faut sauver absolument le soldat Estrosi. Alors effectivement, on est dans une configuration assez compliquée pour ce second tour, François Pupponi. C'est le grand saut dans l'inconnu. Et en tout cas, les résultats qu'on devra analyser vont nous permettre de comprendre qu'il se passe des nouvelles choses au niveau politique, parce qu'on n'a jamais connu. Non, c'est la première fois. On a un peu de recul. On a un peu de bouteille tous les deux, avec Joseph. On n'a jamais connu ça. Donc là, on va voir. Si Estrosi est battu à Nice, et qu'effectivement une grande partie des électeurs votent Ciotti, si Grégoire est battu à Paris avec le retrait de CNAFO, si les autres villes où les socialistes font des accords avec LFI gagnent, tout est écrit pour les présidentielles. Là, on parle de Nice. Évidemment, le plus probable, c'est que Christian Estrosi soit battu à Nice. D'ailleurs, Bruno Retailleau l'a bien compris. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas à voter Christian Estrosi? Parce qu'il ne veut pas être dans le camp du perdant dimanche prochain. Il ne veut pas apparaître comme ayant soutenu le perdant. Et il se projette lui aussi pour 2027. Il ne veut pas insulter les électeurs du Rassemblement national. Donc il a déjà acté la défaite de Christian Estrosi, en réalité, le patron des Républicains. Geoffroy, second tour épique en perspective, donc à suivre sur nos antennes. Alors dimanche soir, ça va être très intéressant. Ouais. Mais par ailleurs, il y a une chose qui me fait un peu peur, c'est je pense qu'on est en train de commenter quelque chose qui concerne en fait de très loin les Français. Déjà, on commente une élection avec un taux de participation qui est assez faible, premièrement, et ensuite, deuxièmement, ce second tour. Là, tout ce qu'on est en train de raconter sur les alliances, évidemment, c'est la vie politique, c'est passionnant quand ça nous intéresse. Mais en fait, 93% des communes ont déjà réglé le problème depuis dimanche dernier. C'est-à-dire que, en fait, là, on est dans le chaudron de la vie politique. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron, je me suis un peu moqué de lui, mais je pense qu'il a raison de se tenir à l'écart. Sébastien Lecornu en a même fait une stratégie. Je n'existe pas dans cette élection. Je n'en parle pas, je ne commente pas, etc. Et je pense qu'ils ont raison. Pour une raison, en fait, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, je pense, finit par dégoûter, écœurer, ou a commencé il y a longtemps de dégoûter et d'écœurer les électeurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, pourquoi tous les observateurs et tous les gens qui ont vu cette annonce hier sont agréablement surpris par le choix de Sarah Knafo de se retirer, c'est qu'en fait, elle applique un vieux principe de la politique qui est je défends mes convictions au premier tour et au second tour, je choisis le moindre mal. J'ai aucune chance de gagner, j'arrête et je dis de qui je suis plus proche. Et la vérité, c'est que c'est assez peu présent ce comportement dans les élections. Il y a assez peu de gens à Marseille. Retailleau devrait dire bon, en fait, on n'est pas le Front National, mais par contre, Alizio a des chances de gagner, on va retirer Martine Vassal. Il le fait pas pour des considérations purement partisanes, politiciennes. Et ça finit par dégoûter les gens. Allez, merci à tous. François, c'est la fin. Oui, rapidement. Non, c'est la fin. Sinon, il y aura plusieurs samedis.
dimanche soir. Il y aura plusieurs quoi? Saint-Denis. Les villes prises par LFI, il y aura des images qui seront terribles. Écoutez, nous suivrons ça évidemment sur nos antennes CNews Europe 1. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, Pierre Devineau sur Europe 1 et Clélie Mathias pour Face à l'info. Bonne soirée. À demain matin avec Éric Coquerel, 8h10.